Aujourd'hui, on parle intelligence collective. Je suis Cédric Watine et tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. La discussion d'aujourd'hui est née d'une frustration, celle d'Olivier Margerand, fondateur de Digital Collab et membre du Ciel, mon cercle d'entrepreneurs. Je te lis ce qu'il m'a écrit. Cédric, j'écoute l'épisode 286, Pourquoi décider ? À t'écouter, on peut croire que décider fait partie en particulier du rôle du manager. Or, l'intelligence collective nous montre qu'une équipe est toujours plus puissante que le meilleur de ses membres, ne serait-ce qu'à cause de notre processus de décision individuelle. En tout cas, de mon point de vue, le patron idéal est celui qui ne décide plus rien pour les autres. Mais on ne va pas en débattre par mail, c'est juste que j'éprouve une immense frustration à ce que tu sois aussi bon sur les méthodes individuelles et aussi silencieux sur le gisement qu'est le champ de compétences en intelligence collective. Eh bien, qu'à cela ne tienne, j'ai invité Olivier à nous parler intelligence collective dans cet épisode. Bonjour Olivier. Salut Cédric. Comment tu vas ? Eh ben super bien, et puis ravi de te retrouver. Ça fait 2 ans qu'on s'est parlé sur le podcast, je crois. Ouais, au moins, ouais. J'ai pas regardé, mais ça fait au moins ça, ouais. C'était en mars 2020, juste après le confinement. Bon, ça veut pas dire qu'on n'a pas échangé entre-temps. Exactement. On a échangé pas mal sur le management, sur le Forum du Ciel et ailleurs. Eh ben, écoute, si on commençait simplement par ta présentation. Déjà, je suis quelqu'un qui a longtemps cru qu'il n'était pas fait pour manager et qu'il était mauvais manager. Là-dessus, tu m'as notamment beaucoup apporté à travers le podcast puis à travers les formations. Ouais. J'aime beaucoup la phrase qui apparaît en homepage de Outils du Manager, qui est que le management, c'est pas une question de talent, c'est une question de méthode. Et finalement, aujourd'hui, dans notre discussion, il va être beaucoup question de ça, d'aspects de méthode qui nous permettent d'être bons dans quelque chose qui paraît un petit peu compliqué, magique, quand on le regarde de l'extérieur. Un peu plus précisément sur ce que je fais aujourd'hui, parce que qui je suis suis pas sûr que je vais réussir à répondre aujourd'hui. Mais aujourd'hui, j'anime l'entreprise Digital Collab. C'est une entreprise que j'ai créée il y a 12 ans. Et la fonction de cette entreprise, c'est de développer la capacité des entreprises à viser l'excellence dans la complexité grâce à l'innovation collaborative et à la simplification digitale. Okay. Alors, c'est des vastes sujets. Concrètement, ça consiste à obtenir des améliorations des situations et des modes de vie et des modes de travail des équipes au quotidien. En l'espace de quelques jours, quelques semaines, on vient de faire une action flash de 24 heures, enfin d'une journée, donc en fait pas 24 heures, mais une journée, un jour homme, sur un mois, donc en atelier d'une demi-heure, 1 heure. Et c'est canon, en fait, les résultats qu'on peut obtenir, notamment grâce à l'utilisation de l'intelligence collective. Et on va pas mal en parler aujourd'hui, je crois. Et en ce qui me concerne, plus précisément, mon rôle dans cette équipe, c'est que il semble que je réussisse mieux à inspirer les autres qu'à faire aboutir des projets par moi-même. Donc, ma fonction précieuse ou ma zone de génie, comme on dit, c'est d'alimenter mes collègues, nos clients, en belles ambitions, en confiance dans leur capacité à aller vers des choses qui soient belles et qui peuvent sembler parfois inaccessibles, pour les encourager et nous encourager tous à aller décrocher des étoiles et les transformer en réalité. Et c'est des retours que me font à la fois les clients et les collègues, de dire quand on ressort d'une discussion avec toi, ça rebooste, ça réaligne, ça donne envie d'avancer, et notamment dans les moments de doute. Donc ça, je crois que c'est à ça que je sers aujourd'hui. Eh ben, c'est un super objectif pour notre conversation d'aujourd'hui déjà. Et plus précisément, en fait, enfin, je voulais qu'on discute un petit peu parce que tu m'as interpellé un jour en me disant mais il y a vraiment une impasse que tu fais, Cédric, sur le management, c'est l'intelligence collective. Et moi, je lui dis non, pas du tout, je fais pas d'impasse, c'est simplement que je suis pas spécialiste du sujet, mais et donc c'est vrai que je me suis pas souvent exprimé là-dessus, mais pourtant je l'utilise pas mal dans le quotidien de mes entreprises. Et donc j'ai eu envie qu'on ait cette discussion et que la trame ce soit comment fait-on pour décider collectivement. Et je pense que l'échange peut être intéressant et va vraiment intéresser les gens qui nous écoutent, qu'ils soient managers, chefs d'entreprise ou ni l'un ni l'autre d'ailleurs, simplement pour comprendre comment ça marche de décider collectivement. Ce que je te propose, c'est peut-être de commencer simplement par
nous donner ta vision du management. Et puis après, on verra ce que c'est que l'intelligence collective, comment et pourquoi on doit décider collectivement, ou on peut décider collectivement, etc. Mais d'abord, si tu peux nous donner ton angle particulier sur la vision du management. Oui, alors peut-être aussi pour éclairer ça, ce que je vais partager, c'est que la direction dans laquelle j'agis, ce qui fait que je suis debout le matin, que je suis là avec toi, que je fais ce que je fais au quotidien, c'est que ce qui me stimule, c'est de construire une équipe qui soit extraordinaire pour toutes ces parties prenantes. C'est-à-dire que les personnes qui travaillent dedans ou avec, donc les clients, les partenaires, les salariés, etc., trouvent que c'est vraiment un contexte génial, qu'on se fait plaisir et qu'on obtient des résultats et que c'est voilà, que c'est stimulant, que c'est chouette, que c'est vraiment un contexte qu'on a envie de retrouver sans cesse. Et donc, à travers l'entreprise que j'ai créée et l'ensemble de mes engagements pro, perso, associatifs, etc., moi, je suis actif pour diffuser l'ambition et les compétences à coopérer. Parce que, d'une part, j'ai la conviction qu'il y a toujours un chemin de coopération. Je vais sûrement avoir l'occasion d'en partager un ou deux exemples de situations dans lesquelles on aurait pu baisser les bras ou abandonner de la coopération et où finalement on a des effets incroyables quand on fait l'effort de chercher le chemin. Et là-dessus, je reprends Edgar Faure, un ennemi, c'est quelqu'un avec qui on n'a pas encore pris le temps de déjeuner. Et ce qui chapeaute tout ça depuis quelque temps pour moi, c'est que avant je t'aurais juste dit c'est pour rendre, je disais c'était pour faire de la société un lieu de vie plus agréable et plus efficace. Parce que je crois que plus on sait se parler de manière entendable, se donner la main, surmonter les difficultés, plus la société peut être un chouette lieu de vie. Mais aujourd'hui, je dirais que encore plus, de manière encore plus urgente, on est devant un défi avec toutes les questions climatiques sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Ça va être costaud, ça va être dur, il y aura beaucoup d'inconfort et en tout cas c'est mes convictions, j'adhère à l'idée selon laquelle ça va être dur et donc pour le faire le mieux possible, il faut qu'on développe la compétence à faire ensemble. Et ça c'est quelque chose qui est encore plutôt inexistant. On est globalement incompétent pour ça. Et en même temps, on a des exemples, Convention citoyenne pour le climat par exemple, qu'il faut pas grand-chose en fait pour que les gens fassent des trucs super ensemble. Donc moi, c'est ça qui me stimule. Du coup, ma vision du management, c'est comment tu peux créer les conditions pour qu'une équipe développe toute sa puissance. Et ça part notamment d'une conviction et d'un constat scientifique maintenant qu'une équipe est plus puissante que le meilleur de ses membres. Je répète, une équipe est plus puissante que le meilleur de ses membres. Si on retient juste ça du podcast, déjà, ça fera beaucoup. Ouais, c'est génial. Très, très intéressant. J'aime bien aussi, dans ce que tu dis et je te rejoins complètement là-dessus, sur le fait que le rôle du manager, c'est de mettre, les conditions pour que. Parce que moi, j'en ai parlé souvent, j'ai parlé souvent de la motivation et je pense que la motivation, c'est pas quelque chose qui se décrète ou qui s'ordonne, c'est quelque chose d'extrêmement, personnel et interne. Mais le rôle du manager, c'est de juste mettre en condition pour que la motivation puisse émerger plus que de forcer la motivation. De toute façon, je pense qu'on a un sujet commun tous les deux qui est obtenir ce qu'on a à obtenir, pas par la force, pardon, mais par d'autres moyens qui sont beaucoup plus efficaces et aussi beaucoup plus respectueux. Et donc efficaces pour ça aussi. Ok. Exactement, ouais, exactement. Ok, bah écoute, moi j'ai une question bête. C'est quoi l'intelligence collective? Si je dois répondre en une phrase, je dirais c'est justement la capacité d'un groupe de personnes à obtenir un résultat meilleur que le meilleur de ses membres. Il y a sûrement parmi les auditeurs du podcast des managers qui ont été confrontés à ce que tu appelles les divas, des gens qui sont des surperformeurs, qui sont très bons. Enfin, tu me reprendras sur la définition, mais en tout cas, l'exemple des gens qui sont des surperformeurs, qui sont très bons dans leurs fonctions individuellement, mais qui mettent le brin, comme on dit dans le Nord, dans l'équipe, l'esprit d'équipe, la cohésion. Et en fait, il me semble qu'un truc qu'on partage toi et moi, c'est que il vaut mieux que cette personne-là, elle sorte de l'équipe ou qu'elle se corrige, plutôt que de la garder absolument. Et de fait, moi j'ai des exemples, notamment un patron d'une entreprise industrielle de 400 personnes qui a hésité pendant des mois à virer une diva. Et quand il l'a virée dans son équipe commerciale, avant même de l'avoir remplacée, 2 mois plus tard, l'équipe battait son record absolu de prise de commande. 2 mois plus tard et sans avoir remplacé. Donc avec une personne de moins, ils faisaient mieux que jamais, alors qu'ils avaient perdu le meilleur de leurs membres. Et ça, c'est vraiment
emblématique pour moi de ce que c'est que l'intelligence collective. C'est ce que les deux directeurs du Boston Consulting Group qui ont écrit Smart Simplicity en 2014 appellent l'effet de combinaison. Ils prennent l'exemple notamment de la course de relais et la victoire féminine de l'équipe de France au championnat du monde 2003, alors qu'individuellement la somme de leur temps est supérieure à celle de l'équipe américaine, donc elles sont censées courir plus longtemps et donc perdre. En fait, dans le passage de relais, elles sont meilleures, et c'est ce qu'on appelle l'effet de combinaison, quelque chose qu'on ne sait pas mesurer aujourd'hui. Et l'intelligence collective, c'est ça. Comment tu fais pour qu'ensemble, on fasse beaucoup plus, on fasse mieux que la somme des individus? Aujourd'hui, il y a de la science qui dit ça. Je recommande la conf d'Emile Servan-Schreiber sur YouTube qui dure moins d'une demi-heure, qui est captivante à ce sujet. Ça va nous challenger un peu, mais il explique notamment comment on a découvert en 2010 que le QI d'un groupe était dépendant de la proportion de femmes et pas de la parité. C'est-à-dire que plus il y a de femmes dans un groupe, plus le QI augmente, même quand on dépasse 50%. Tu te demandes un peu ce qu'on vient foutre là, nous. Voilà, mais nous, on vient juste mesurer, en fait. En tout cas, voilà, là, aujourd'hui, on va se concentrer aussi sur des choses concrètes à apporter à ceux qui nous écoutent et qui puissent mettre en pratique. Mais c'est pour dire que tout ça, c'est pas que de l'idéologie. C'est vraiment, on part de constats, et toi et moi, on le constate au quotidien. Et je suis sûr que parmi les auditeurs, il y en a plein qui le constatent déjà aussi ou qui le pressentent, mais qui se demandent comment faire pour l'activer. Donc voilà, c'est tout ce que je partage là, c'est pour éclairer un peu sur c'est quoi l'intelligence collective. Et donc, aujourd'hui, l'intelligence collective est un champ de compétences et de méthodes. Il y a littéralement des milliers de protocoles d'intelligence collective qui existent et qui sont adaptés aux différentes situations qu'on peut rencontrer. Et rien que pour animer une réunion, que moi j'appellerais plutôt un atelier, un endroit où on obtient des résultats, que l'atelier dure 5 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, 4 heures, 3 jours, il y a des tas de protocoles qui permettent de faire que ce quart d'heure, cette demi-heure, ces 3 jours soient les plus efficaces et plaisants possibles. Alors juste, tu m'interrogeais sur la définition d'une diva. En fait, une diva, c'est effectivement ça. C'est quelqu'un qui est très focus sur... Tu vois, moi, je parle souvent des 2 R du management. Le premier, le résultat, et le deuxième, la rétention. Et plus largement, il y a d'un côté la performance et puis de l'autre côté, la manière dont on s'entend dans une équipe. Et une diva, ça va être quelqu'un qui va être que sur le premier R au détriment du deuxième R. Et finalement, c'est le constat que tu viens de faire, c'est un constat que je fais régulièrement avec des clients ou même que j'ai vécu, moi, c'est que le départ d'une diva est toujours bénéfique globalement sur les 2 R, y compris sur le résultat de l'entreprise, et très rapidement en général, et qu'effectivement, il vaut mieux pas garder une diva si elle refuse de changer, évidemment, parce qu'en fait, petit à petit, elle détruit l'équipe. Et que finalement, plus vous attendez pour passer à l'action, eh bien plus votre équipe se détruit et plus vous allez vous retrouver avec des éléments peu performants dans votre équipe. Et donc, ce sera encore plus dur de vous séparer de la diva. Merci en tout cas pour la définition de l'intelligence collective. Alors après, il y a une question qui intéresse probablement les managers qui nous écoutent, c'est pourquoi décider collectivement quand on est manager? Et puis surtout, est-ce qu'il y a des circonstances particulières pour décider collectivement? Ou est-ce que c'est quelque chose qu'il faut faire en permanence, intégrer comme un permanent du management? Moi, j'aime bien quand tu poses des questions et que tu fais les réponses. On gagne du temps. C'est toujours comme ça sur le podcast, j'adore. Mais donc, tu coches A ou tu coches B? Blague à part. Alors déjà, pourquoi? Ce qui me revient, c'est un dirigeant, donc un patron, qui a vécu. Il y a eu donc l'organisation dans son entreprise du jeu Perdu sur la Lune, qui est un grand classique qu'on utilise pour lancer le sujet de l'intelligence collective dans des équipes, faire prendre conscience, lancer la discussion, voilà, faire émerger le sujet. Ouais. Ce jeu, le principe, c'est on imagine qu'on est perdu sur la Lune, c'est-à-dire qu'on s'est posé, et puis on a fait 300 km dans le rover, le véhicule électrique, et puis là, il est en panne. Et donc on a 15 objets à notre disposition, il faut les classer du plus vital au moins vital, et donc on fait d'abord l'exercice individuellement, chacun fait son classement individuel en disant moi je pense que le plus vital c'est tel objet, puis tel objet, et puis on se met en équipe et on refait le même exercice. Et puis après, on compare les classements individuels et d'équipe avec le classement proposé par la NASA qui a bossé sur le sujet et qui explique pourquoi il y a tel ordre. Et en fait, le principe, c'est que tu comptes tes points par rapport à l'écart. Par exemple, si tu as mis tel objet en numéro 4 et que eux, ils l'ont mis en 1,
bah, tu as 3 points, mais s'ils l'ont mis en 7, tu as 3 points aussi. Ce qui compte, c'est que tu aies le moins d'écart possible avec la NASA. Et on constate que dans 90% des cas, les résultats des équipes sont plus proches du résultat de la NASA que les résultats individuels. Alors il y a aussi 2% des cas où c'est pas le cas et je vais en parler. Mais le patron, il vit ça et il dit en fait, moi, j'ai un vertige, enfin, limite, il avait besoin de s'asseoir, tu sais, il avait des gouttes qui perlaient sur le front. J'ai un vertige incroyable parce que je me rends compte, ça fait 20 ans que je suis persuadé que mon rôle, c'est de décider et qu'en fait, j'ai probablement jamais pris une décision aussi bonne que si on l'est prise à plusieurs. Et donc tout d'un coup, il y a tout son rôle, en fait tout son référentiel qui vacille, qui est bousculé, bouleversé. C'est-à-dire en fait, c'est pas ça mon rôle, et maintenant je le sais, et en même temps c'est quoi du coup mon rôle. Enfin c'est tout ça qui se bouscule d'un coup par une expérience. Donc voilà pourquoi, eh ben, en fait il a tout résumé. C'est que probablement quand on prend une décision seul, on prend jamais des décisions aussi bonnes qu'en collectif. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout prendre. Enfin, je veux dire, si j'ai besoin de commander un raccord entre mon téléphone et mon ordi ou je sais pas quoi, je vais pas mettre ça en collectif. Il faut aussi savoir juger ce qui mérite de mettre de l'énergie ou pas. Mais en tout cas, dans le principe, de manière générale, on va trouver des décisions qui sont bien meilleures et puis plus appliquées, parce que aussi chacun a pu être entendu, écouté, s'exprimer. Et au bout du compte, la décision, elle est plus riche que ce que n'importe quel individu aurait pu faire. On revient au principe de la diva. Le décideur, souvent, c'est quelqu'un qui joue à la diva, hein, qui dit bah, moi je suis meilleur que les autres pour décider, donc je décide. Et donc le manager, d'une certaine manière, peut être une diva. Ça, c'est le pourquoi. Ouais. C'est hyper important ce que tu viens de dire quand même. Je veux le souligner parce que classiquement et dans la culture des entreprises encore aujourd'hui est très présente, une des fonctions, mais vraiment qu'on attend du manager, c'est de décider. En tout cas, c'est ce qui est attendu par la direction de l'entreprise en général. Moi, j'embauche des mecs parce que je veux qu'ils décident. Des mecs, d'ailleurs, je dis ça, mais ça peut être des femmes. Et c'est aussi ce qui est attendu par les équipes. Quand je demande, bah, c'est quoi pour vous un bon manager? Allez, à 80% des cas, dans la salle, j'ai la majorité des personnes qui me disent quelqu'un qui sait trancher, tu vois, d'un air de dire quelqu'un qui sait décider. C'est-à-dire, ça part de l'idée préconçue que on va tous partir dans des directions différentes et proposer tout et son contraire et n'importe quoi, et à la fin, il y a le manager qui va arriver et va dire non, la bonne décision, c'est celle-là, et on y va. Donc ce que tu viens de dire, c'est quand même un gros pavé dans la mare, et en plus, ça peut ébranler, je dirais, la confiance en soi du manager qui se dit bah, à quoi je sers finalement. Tout ce que tu viens de dire est hyper riche, et effectivement, il y a un terme clé qui est idée préconçue. C'est-à-dire, mais il y a autre chose, il y a aussi, c'est pas que une idée préconçue que ça part dans tous les sens. C'est-à-dire l'idée préconçue, dans le jargon, on appelle ça une croyance. Une croyance, c'est une certitude qu'on peut pas démontrer. Et il y a cette certitude ou cette croyance que si on cherche à faire des décisions collectives, on va arriver à un consensus mou, ou ça va prendre trop de temps, ou la démocratie c'est le meilleur système à l'exception de tous les autres, etc., etc. Toutes ces croyances qui sont liées aussi au fait que c'est une réalité quand on n'a pas les compétences, quand on n'anime pas l'intelligence collective. L'intelligence collective, c'est comme les antibiotiques, hein, c'est pas automatique. Et donc, si tu laisses le groupe effectivement face à une décision, ça peut ne pas se finir ou mal finir, ou bien ce qui se passe dans les comités de direction, on discute pendant des heures et des heures et des heures, et puis en fait, c'est pénible pour tout le monde, ça n'a aucun intérêt. Donc, il y a vraiment une question de compétence à développer pour que ça se fasse. Mais c'est vrai que on entend encore beaucoup des phrases dans la bouche des dirigeants ou des managers comme il faut bien à la fin quelqu'un pour trancher, ou bien le bon nombre de personnes pour décider, il est impair et il est au maximum deux, etc. Tous ces poncifs, mais qui sont pas vrais en fait. Quand en pratique et scientifiquement, aujourd'hui, on démontre le contraire. Donc ça, c'est le pourquoi. C'est-à-dire si parmi les auditeurs là, si vous vous dites OK, sur le principe j'achète, pourquoi pas. Bon, maintenant concrètement comment je m'y prends. Yes. Et ça, du coup, je peux partager quelques exemples et puis après sans doute on va creuser le comment je m'y prends. Je vais commencer par la fin. Probablement que si on veut vraiment développer ça dans une équipe, il y a un sujet qui est de se faire accompagner, se faire aider par quelqu'un dont c'est le métier. Le métier, ça s'appelle facilitateur d'intelligence collective. Et donc, je reviendrai là-dessus, mais c'est pas neutre parce que c'est très difficile de développer cette compétence de prime abord. C'est une posture, c'est-à-dire c'est un état d'esprit
Le mot posture, souvent, c'est pas trop ce qu'il y a derrière, mais c'est un état d'esprit avec tout un tas de croyances. Par exemple, est-ce que j'ai la croyance chevillée au corps que mon équipe est en fait meilleure que moi si je le permets? Et si j'ai cette croyance-là, je vais pouvoir faciliter sans intervenir dans le contenu. Ce qui est clé parce que c'est quasiment impossible cognitivement d'être à la fois un bon animateur de protocole, un bon animateur de mode d'emploi de réunion et en même temps d'être contributeur dans le contenu. C'est deux positions différentes, donc c'est très très difficile. Donc ça, je commence un peu par la fin, mais si vous voulez vraiment avancer dessus, il va falloir penser à ça. Et donc je vais partager des exemples de concrètement comment on fait, comment on s'en sert, comment on se sert de ça. Et il y a autre chose dans ce que tu as dit, et comme j'ai pas noté, eh ben j'ai oublié, mais si, c'est ça, c'est quand tu dis on attend du manager qu'il décide, et souvent la hiérarchie estime que c'est dans le rôle du manager, et ben ça n'empêche pas le manager de se débrouiller pour que l'équipe décide, et ensuite il présente la décision, et son management à lui n'a pas à savoir qui a pris la décision, on s'en fiche en fait. On est Du d'accord. moment qu'il y a du résultat et que ça marche. Et en fait, une décision qui est prise en équipe, si elle a été prise proprement, c'est-à-dire qu'on avait suffisamment d'informations pour connaître la situation, qu'on a échangé les points de vue, etc. Enfin bref, qu'on a suivi des étapes des protocoles, et ben en fait, la décision, elle va forcément être plus performante que si c'est le manager qui l'avait prise. Et donc, au final, le management du manager va être satisfait. Et donc, il n'y a pas de sujet. Et à un moment donné, le management va demander au manager, mais comment tu fais en fait? Parce que tu as des résultats qui sont meilleurs que les autres. Est-ce que tu peux nous expliquer? Bah en fait, je prends aucune décision. Hein, quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Oui, mais maintenant qu'il a des résultats, on peut plus le mettre en question. C'est sûr que s'il arrive en disant ah ben moi non, moi je considère que mon rôle c'est pas de prendre des décisions, ça peut le mettre en difficulté. Donc c'est pas ce que je ferais, c'est pas ce que je propose aujourd'hui. Okay. Donc oui, son rôle, ce que tu dis, ouais. c'est que son rôle, c'est de faire émerger les décisions. C'est du résultat de toute façon, résultat rétention. Donc s'il le fait en ne prenant aucune décision lui-même, peu importe pour son entreprise en fait d'une certaine manière. Ça peut bousculer son patron, mais finalement, s'il y a des résultats, c'est ça qui compte. Bon, je simplifie hein, parce qu'on n'a pas 4 heures devant nous, mais peut-être qu'il faudrait ça. Et du coup, comment on s'y prend? Moi, je commencerai par des toutes petites touches. Alors, par exemple, donc il y a peut-être qu'on reviendra dessus sur un peu des petits outils très simples. On pourra résumer ça peut-être à la fin sur des outils très simples qui permettent de se mettre dans l'intelligence collective. Quelque chose à quoi je suis très attaché, qui fonctionne bien, je trouve, qui apporte beaucoup de richesse, c'est ce qu'on appelle le TRIP. Le TRIP, c'est le temps de réflexion individuelle préalable. Alors, c'est quoi concrètement? C'est très simple. Chaque fois que dans une discussion où on est plusieurs, même à deux, hein, il y a une question qui émerge du style, nous on a eu une fois la question un peu stratégique quand même qui a émergé de ah mais au fait, est-ce qu'on ne devrait pas arrêter le partenariat avec cette boîte qui nous apporte 75% de notre chiffre d'affaires? Spoiler, on a décidé d'arrêter ce partenariat. Ben, c'est pas une décision qu'on peut prendre à la légère. Moi, ça aurait été dur pour moi de la prendre. En 2 ateliers d'1 heure, on a pris la décision collectivement. Parce que on a découpé la question en petites questions, du style qu'est-ce que ça nous apporte, en quoi ça nous convient pas, etc., etc. Et à chaque fois, on mettait en commun les réponses. Et c'est là où le trip est utile. C'est que pour chaque question, on se laisse 20, 30 secondes de réflexion individuelle. Et la règle, c'est que chacun écrive au moins une réponse à la question. Au bout des 20 ou 30 secondes, on fait le tour en écrit-lu. C'est-à-dire, je ne développe pas, sinon on y passe trop de temps, on ne débat pas, on ne réagit pas, juste chacun lit ce qu'il a écrit. Et rien qu'en faisant ça, 30 secondes de réflexion, 30 secondes ou 1 minute de lecture de ce qui a été écrit, la discussion va prendre un tour complètement différent par rapport à la discussion classique où tu as la question qui émerge et tu as toujours la même personne qui va commencer à parler, toujours la même qui va attendre 3 quarts d'heure qu'on lui donne la parole et qui va ressortir frustré si on lui a pas donné la parole mais qui l'aura pas prise non plus, etc., etc. Et donc le TRIP est un protocole qui permet de jouer sur la diversité des points de vue, d'alimenter une discussion a priori et aussi de jouer sur l'équilibre de la parole, qui est un élément déterminant de l'intelligence collective. C'est pour ça que la proportion de femmes est importante, parce que en moyenne, en général, comme dit Emile Servan-Schreiber, c'est pas vrai pour chaque femme individuellement, en moyenne, en général, les femmes gèrent mieux l'équilibre de la parole et l'écoute. Parce que les hommes peuvent respecter l'équilibre de la parole et puis être sur leur téléphone dès que c'est pas eux de parler. Tu vois. Donc, on simplifie, hein, ça va faire hurler les auditeurs, mais bon, concrètement, c'est ce que les scientifiques observent, donc c'est bien de s'en inspirer. Et une fois qu'on le sait, les hommes peuvent le faire aussi. Hein, voilà, c'est ça le sujet aussi, c'est de s'inspirer de ce qu'on constate. Le TRIP permet de susciter l'équilibre de la parole en disant chacun va avoir la parole et pour un temps équivalent puisqu'on va lire ce qu'on a écrit sur un bout de feuille, quoi. Donc, oui.
Voilà. Et ça évite le biais de conformité, c'est-à-dire j'allais dire ça, mais après que un tel et un tel ait dit autre chose, finalement, je vais changer ce que j'avais à dire. En particulier, si le premier qui prend la parole, c'est mon boss. Exactement. Ouais, ouais. Alors, deux choses que ça m'évoque, ce que tu dis là. Premièrement, ça veut pas dire que quelqu'un va pas changer ce qu'il avait écrit parce qu'il est dans une équipe où il n'y a pas suffisamment de confiance pour que je puisse dire ce que j'ai écrit. Donc c'est quand même un truc qui dépend du niveau de confiance de l'équipe, mais c'est vrai qu'il y a moins de risques. Si j'ai écrit, la consigne c'est je lis ce que j'ai écrit, ben je lis ce que j'ai écrit. Donc effectivement, ça peut permettre de se battre contre le biais de conformité. Le manager, attention, le risque c'est qu'il dise, ben moi du coup je vais parler en dernier. Et en fait, comme une de mes collègues m'a fait la remarque à moi-même il y a quelques années, tu sais Olivier, quand tu parles en dernier, c'est aussi une posture de décideur. Ah ouais. C'est-à-dire, j'attends d'avoir écouté tout le monde et puis je vais un peu conclure et puis du coup, c'est ma parole qui va rester en dernier. Enfin, il y a plein de trucs inconscients qui se passent Ouais, tu et donc vois, le plus dur, c'est d'arriver à être dans le cadre, comme les autres et de prendre la parole quand c'est ton tour, sans jouer un rôle de manager à ce moment-là, en ouais, étant un individu parmi les autres. Ça, c'est super dur pour un manager. tu vois, moi, c'était un de mes conseils, parler en dernier. Alors peut-être que, effectivement, c'est mieux que de parler en premier, mais effectivement, c'est peut-être pas l'idéal. Ok, super intéressant. Merci pour le partage. Est-ce que je peux t'interroger parce qu'il y a un petit truc qui m'a interpellé dans ce que tu as dit Je avant. ne sais pas si tu peux m'interroger, mais vas-y quand même. Je peux toujours tenter, je peux toujours poser la question, ça n'engage que moi. Tu as dit, on peut pas, enfin, c'est difficile d'être contributeur et animateur en même temps. Et du coup, je me pose la question du rôle du manager qui voudrait tester des outils d'intelligence collective. Est-ce que ça veut dire qu'il doit choisir entre j'anime la réunion et donc je ne suis pas contributeur et je suis contributeur, donc c'est un autre de mes collaborateurs ou X ou Y qui va animer la réunion? Bah, de toute façon, si la question c'est comment je peux m'y prendre pour commencer, moi je dirais faites simple, vous posez pas trop de questions et Ouais, vous allez vous-même constater comment ça se passe. Euh, donc l'enjeu c'est pas de révolutionner en disant bah, ma prochaine réunion de lundi matin, je vais la faire complètement différemment. Mais juste si vous mettez un trip quelque part dans la réunion et que juste vous observez, vous vous laissez observer ce qui se passe et vous demandez. Et alors deuxième truc, et c'est un des trois outils de toute façon que j'aimerais laisser aux auditeurs. Le deuxième, c'est de faire un débriefing. Les débriefings à toutes les sauces, à tous les moments, tout le temps. Donc à la fin d'une réunion, un débriefing, ça peut être très simple, hein, c'est ce que j'ai aimé et comment on pourrait mieux faire la prochaine fois. Vous allez voir que ce que j'ai aimé, le trip, il va ressortir. Il y a des gens qui vont dire, bah moi, ce que j'ai aimé, c'est quand on a pu tous donner une réponse à telle question. ok. Et si c'est pas le cas, eh ben très bien, vous passez à autre chose. Mais il y a quand même des chances pour que ça soit le cas. Et donc, si vous continuez à broder sur ce que les gens ont apprécié et à suivre leurs propositions d'amélioration, ben, en fait, vous allez petit à petit comprendre et faire l'expérience que plus on fait parler les gens avec du résultat à la clé, Mm, plus les moments sont agréables et efficaces pour tout le monde. mm, Et souvent, c'est ceux qui sont les plus partisans de la non-structure, de discuter comme à un comptoir, etc. mm, C'est eux qui constatent à la fin, waouh, qu'est-ce qu'on a été efficace, et ils se rendent même pas compte que c'est parce qu'en fait, on les a obligés à moins parler que d'habitude, d'une mm. certaine manière, et tout le monde est content du coup, parce qu'il y a plus d'efficacité, il y a plus de résultats. Il y a un truc qui m'intéresse aussi dans ton trip, dans ta méthode trip, c'est ce qui m'amuse et qui m'intéresse, c'est que, en fait, finalement, on parle d'intelligence collective et le premier truc que tu nous donnes, c'est quelque chose où ce sont les individus qui s'expriment justement sans mettre en œuvre l'intelligence collective, puisqu'en fait, le trip, c'est un préalable, la question est posée, finalement, chacun y répond de manière individuelle pour que l'intelligence collective puisse s'appliquer ensuite. Alors, moi, je reformulerai ce que tu viens de dire. Ça n'est pas un moment où on n'applique pas l'intelligence collective, mais c'est parce que un des ressorts de l'intelligence collective est l'équilibre de la parole. Ok. Donc l'intelligence collective, c'est pas juste on parle tous ou tous ensemble, parce que ça, c'est pas possible en fait physiquement. Mm. C'est plutôt comment je gère le système des individus, en fait, un système fait d'individus. Mm. Et un des ressorts, c'est l'équilibre de la parole. Donc dans les protocoles, il y a très souvent, tu vas repérer, si tu les décortiques, que finalement tout le monde a pu avoir la parole à peu près autant. Il y a Mm. cette recherche parfois pas consciente, mais en tout cas, ce qui fait l'efficacité d'un protocole d'intelligence collective, c'est notamment l'équilibre de la parole. Ok. Une crainte que peut avoir un manager,
Je le disais tout à l'heure, en fait, je l'exprimais d'une manière un peu générale en disant la peur que ça parte dans tous les sens, mais plus clairement, il pourrait avoir peur il pourrait avoir envie de cadrer les choses pour que la décision qui soit prise soit bonne pour l'entreprise et en accord avec sa mission. C'est-à-dire que la crainte, ça peut être, mais ça va m'emporter où finalement ce truc? Est-ce que finalement, je suis toujours sûr que quand mets en œuvre l'intelligence collective dans mon équipe, la décision finale ira dans le sens de l'entreprise et surtout dans le sens de la mission qui m'a été confiée? Comment on peut réussir à cadrer ça? Ou est-ce qu'il faut cadrer ça? En fait, là, on est vraiment quasiment. Il faudrait qu'on se fasse il faudrait qu'on fasse une formation, quoi. C'est-à-dire, voilà, c'est quelqu'un qui a jamais mis les doigts dedans, va pas arriver dès lundi prochain, dès le lendemain de l'écoute du podcast, à tout faire nickel. En revanche, ce cadre de l'entreprise, en principe, il est connu de l'équipe. Qu'il le soit ou pas, ça vaut le coup de le rappeler. Nous allons chercher à répondre à telle question. Je prends un exemple assez tarte à la crème en ce moment, c'est le télétravail. Dans un entretien récent sur le podcast Outils du Manager, tu t'entretiens avec quelqu'un qui parle du télétravail et l'un de vous deux dit, c'est vrai que pour le manager, c'est un peu un casse-tête de s'adapter aux desiderata individuels en matière de télétravail. En intelligence collective, on pourrait retourner la question en renvoyant la question à l'équipe et en disant, les gars, vous avez pour certains envie de profiter du télétravail. Quand je dis les gars, j'inclus les femmes, hein, voilà, mais les amis, on a envie de profiter du télétravail. En même temps, on est tous conscients que pour faire équipe, il y a aussi certains besoins. Moi, je vous propose qu'on traite le sujet ensemble. Et en fait, on va découper la question. C'est à ça aussi que servent les tripes, c'est qu'on va découper cette grande question en plein de petites questions. Par exemple, qu'est-ce qui fait qu'on apprécie cette équipe ? Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à faire des choses super ensemble? Qu'est-ce qu'il faut qu'on préserve? Qu'est-ce qu'on apprécie aujourd'hui qu'il faut qu'on préserve? Comment est-ce qu'on peut progresser? Où est-ce qu'on peut progresser en tant qu'équipe? Qu'est-ce qu'on apprécie dans le télétravail? Etc., etc. On va découper ça pour arriver petit à petit à faire émerger notre système de télétravail d'équipe. Et du coup, le manager, il se débarrasse, entre guillemets, du poids de cet énorme sujet inextricable. Il permet, en suivant cette façon de faire, il permet que chacun trouve à la fin quelque chose qui va lui convenir individuellement, tout en étant, en fait, on va se rendre compte à la fin, meilleur pour l'équipe. C'est-à-dire que c'est meilleur de traiter le sujet, ça va augmenter l'équipe, ça va l'améliorer, alors que si on ne le traite pas, elle reste à un cran dessous. En fait, chaque question qu'on traite en intelligence collective est une occasion d'amélioration continue. Et je suis hyper attaché à ça. C'est le discours, c'est un client qui m'a parlé de ça il y a 2 semaines, du coup j'ai regardé le film la semaine dernière, L'Enfer du dimanche avec Al Pacino, le discours centimètre par centimètre. Voilà, centimètre par centimètre, et on a tous devant nous les 15 centimètres qu'on pourrait chercher à gagner. Ça, c'est l'amélioration continue. Et on a tous devant nous des questions que l'équipe pourrait traiter en une demi-heure et qui font progresser l'équipe. Ok. Une question aussi, c'est quoi à quelle fréquence tu conseillerais à un manager d'utiliser avec ton équipe des processus d'intelligence collective, de décision collective? Alors, il y a décision collective et intelligence collective. La décision collective, c'est un sous-produit en quelque sorte. C'est toutes ces situations où on doit décider quelque chose. Et là, il y a plein de protocoles différents. De mon point de vue, c'est dès que ça impacte plusieurs personnes, en fait. Donc, c'est un peu tout le temps. C'est au quotidien. Chez Digital Collab, on a par exemple une démarche d'amélioration continue. Il y a un vrai enjeu, je crois, dans une équipe classique où il y a vraiment des salariés à temps plein, etc. C'est un enjeu, à mon avis, d'arriver à faire ça une fois par semaine. Voilà, c'est l'amélioration continue, c'est on se parle 1 heure par exemple. Sur 1 heure, on a un quart d'heure de météo, prise de contact, etc. Ça, c'est un truc super important en intelligence collective, c'est de déposer ses sacs, vider son sac, faire popo, comme dit Thierry Pic, parce qu'on peut pas être créatif quand on est constipé. Donc, il fait faire popo à son comité de direction au début de chaque réunion. Tout le monde dépose ce qui lui pèse un petit peu. Donc, la météo, un quart d'heure de soit débrief, soit d'éclusion, enfin on appelle ça comme on veut, et une demi-heure productif. À nous, c'est comme ça qu'on fait. Une demi-heure dans laquelle, dans la demi-heure, on va décider le sujet qu'on veut améliorer aujourd'hui, et à la fin de la demi-heure, on a pris une décision concrète qui fait que le sujet il est réglé. Donc ça, c'est génial. Moi, franchement, mais je trouve ça, en tant que créateur d'entreprise et aujourd'hui animateur,
Je trouve ça vraiment complètement magique d'arriver, de pas savoir quel problème tu vas traiter. On met le doigt sur un gros nœud, un truc qui est effectivement pénible ou qui freine notre valeur ajoutée ou qui est pénible pour les clients ou autre. Et une demi-heure après, on a fait émerger quelque chose que personne n'aurait pu anticiper une demi-heure avant. Et en plus, on va le mettre en œuvre. Enfin, c'est canon. Donc ça, l'amélioration continue peut être un bon sujet d'expérimenter. Ensuite, il faut s'assurer que la décision elle va être mise en œuvre. Donc ça, c'est un grand classique du management, donc j'apprends rien à ceux qui nous écoutent. Mhm. En revanche, si vous faites ça, si vous arrivez à faire émerger, tiens, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on améliore, qu'est-ce que vous avez envie d'améliorer, qu'il y a quelqu'un qui dit un sujet, que les autres disent ah oui, c'est vrai que ouais, ce sujet, ce serait bien, allez, ben, on se donne une demi-heure. Après, l'art à développer, c'est d'arriver à découper la question en sous-questions. Je prends un exemple. Enfin, je sais pas si tu me dis si je pars trop je me rends pas Non, compte non, si ça je pars trop dans m'intéresse. la direction ou si je reste dans le sujet. Donc, Non, tu c'est restes dans pour le essayer sujet d'être parce concret, hein. que ce qui m'intéresse là, tu vois, c'est, moi je crois beaucoup au rituel en management, tu es au Mm, courant, et je me dis, bah, en fait, ce que tu es en train de me dire, c'est que ta réunion d'équipe, qui est un rituel et qui est un rituel indispensable, elle peut se transformer en une réunion d'intelligence collective ou de prise de décision collective, donc ça m'intéresse, ça m'intéresse. Oui, Donc, alors, ouais, ouais. Alors, est-ce qu'elle doit se transformer ou est-ce que, enfin, voilà, à chaque manager et peut-être que la question peut se poser en équipe justement aussi, hein, donc, enfin, voilà, et on y revient toujours. Et ouais. tu vois, je prends un exemple. Le 12 avril, là, je l'ai sous les yeux. Le 12 avril, dans notre atelier d'amélioration continue, la question qui a émergé en début de demi-heure, c'était comment améliorer l'articulation entre les monthly et la démarche pour mieux servir le client. Alors, c'est quoi les monthly? C'est que tous les mois, j'ai moi-même un entretien avec le commanditaire chez chacun de nos clients. Donc, je discute avec lui pendant une petite heure et donc, voilà, ça fait quelques temps que je fais ça. C'est un entretien qui est très apprécié du commanditaire et que nous aussi on apprécie. Mais mes collègues me disaient, mais ouais, en fait, parfois ça plane complètement tes entretiens parce que forcément, moi, j'adore explorer, j'adore me projeter et tout, donc ça plane et le lien avec ce qu'on fait concrètement en collaboration avec le client, il n'est pas forcément là. Et parfois, on se rend compte que le commanditaire, il a des attentes ou un point de vue sur notre collaboration qui n'est pas le reflet de la réalité ou qui n'est pas réaliste. Mhm. Donc, il faudrait qu'on raccroche, qu'on améliore ça. Donc, comment améliorer l'articulation entre les monthly, donc les entretiens mensuels, et la démarche, donc notre collaboration, pour mieux servir le client. Mhm. Et donc, bah, j'ai dû, en speed, en direct, découper cette question. Et finalement, j'ai découpé en 4 questions. La première, c'était qu'est-ce qu'on apprécie dans l'existence des monthly? C'est-à-dire, concrètement, est-ce qu'il faut qu'on le maintienne? Donc, bah, les autres ont répondu. Bah, ce qu'on apprécie, c'est le retour off et à froid du dirigeant, c'est un éclairage sous un autre angle que la mission en tant que telle, c'est utile pour challenger sur les actions, prendre du recul, etc., etc. Bon. Mhm. Ensuite, du coup, la deuxième question, c'était qu'est-ce qui nous invite à progresser sur ce sujet? Qu'est-ce qui nous invite à progresser en fait? Pourquoi cette question émerge? Du coup, bah là, c'était, bah, c'est parfois trop distant par rapport à la mission sur le terrain. Il y a un grand écart avec ce qu'on vit sur le terrain. Il manque les infos du terrain pour Olivier comme pour le dirigeant. Enfin bref, c'est tout. Les réponses qui se rejoignaient beaucoup. À chaque fois, Mhm. on fait un trip, hein, tu vois, donc ça prend 1 minute. Hein. Et moi, en même temps qu'il réfléchit, je pense à la question d'après. C'est-à-dire comment. Donc en fait, c'est comme ça qu'on a trouvé que j'ai pu leur poser les 3-4 questions. Et donc, troisième question, ben, OK, comment on peut améliorer cette articulation? Donc là, j'ai eu des réponses, mais qui restaient un peu trop vagues, qui n'étaient pas assez concrètes. Et du coup, ben, j'ai reposé la question, mais en la reformulant en disant, OK, concrètement, comment je peux faire pour réduire l'écart entre le monthly et la démarche? Et là, ça a été canon, parce que une des réponses, ça a été, ben, en fait, on pourrait faire une météo de collaboration formalisée par le pilote. Donc, ce qu'on appelle le pilote chez nous, c'est le chef de projet, en fait. Donc, celui qui Mhm. pilote l'équipe Digital Collab et la collaboration avec le client. Et donc cette météo, elle porterait sur le calendrier de la collaboration, le relationnel, les résultats. Alors ça a encore évolué depuis, hein, c'était le 12 avril, on a encore fait évoluer ça en amélioration continue. Mais voilà, en tout cas, météo, que le pilote formalise dans les heures ou jours qui précèdent l'entretien mensuel. Et du coup, il y en a un autre qui a dit, bah du coup, moi je pense que aussi le décideur, il pourrait aussi faire sa météo en début d'entretien. Et en fait, moi, ça m'a amené à complètement refaire ma structure d'entretien en fait, quasiment à créer une structure parce que c'est vrai que c'était assez non structuré. Et maintenant, je me fais beaucoup plus plaisir. Et j'ai le retour des clients qui disent ah mais en tout cas c'est canon, c'est rafraîchissant. Et c'est eux qui demandent bon ok on recale notre date la prochaine fois. Donc en fait cette amélioration continue qui part d'un caillou dans la chaussure, eh ben c'est vraiment un bon exemple de à la fin on a vraiment quelque chose de meilleur et qui fait plus de plaisir et de résultats pour tout le monde, pour le client, Mhm. comme pour mes collègues, comme pour moi. Et moi je me sens plus utile. Et là j'ai pu leur écrire et assumer dans un entretien que j'ai eu lundi, je crois, ou la semaine dernière, je leur ai dit, mais en fait, là,
là, je sens que j'ai eu de la valeur, quoi. Je sens que j'ai apporté un truc. D'habitude, je le sais parce qu'on me le dit, mais j'y crois moyen. Et Mm. là, vraiment, je me disais, bah là, je suis fier et je suis heureux d'avoir fait cet entretien comme je l'ai fait, parce que j'apporte vraiment quelque chose à la collaboration entre le client et notre entreprise. Mm. C'est ça, c'est une habileté à développer, la capacité à découper les questions en sous-questions pour Ouais. avoir des réponses assez précises et qui permettent à l'équipe de cheminer parce que la plupart des questions, quand on les pose au départ, elles sont très vagues et parfois elles sont à côté du sujet. C'est ce qu'on fait, l'expérience qu'on fait en codev aussi, par exemple. Mm. Et on dit souvent la réponse est souvent dans la manière de poser la question. Donc le fait comme ça de découper, ça permet justement peut-être au départ de pas orienter. Puis après, dans l'exemple que tu as donné, merci pour l'exemple, on a bien vu qu'à un moment, au début c'est des questions, et après on rentre petit à petit dans un autre genre de question qui est bah, concrètement comment on fait. Mm. Et ok. Merci pour la trame en tout cas. Et si on revient sur quelque chose de plus général, en fait, est-ce que tu peux nous dire euh, ce que l'intelligence collective change dans le management en général? Ouais, alors bah du coup, je vais faire la transition avec ce qu'on vient de décrire comme cas. C'est-à-dire qu'au bout du compte, j'ai réalisé, celui qui écoute peut se demander, d'accord, mais concrètement, du coup, la décision, elle se prend comment? Qui est-ce Ouais. qui décide qu'on va faire la météo, qu'on va pas faire la météo? Et en fait, là, moi, mon réflexe, c'est d'utiliser le pas de veto. Le pas de veto ne cherche pas à ce que tout le monde trouve que c'est une super idée, mais à ce qu'il n'y ait pas d'objection. C'est-à-dire, ok, bah donc moi je vais faire la météo, donc je vais vous demander la météo au pilote 2 jours avant l'entretien. Donc je programme des messages en fait dans notre outil de discussion. Dès que je connais la date, je programme un message qui est 3 jours avant, Mm. et puis je vais la faire avec le client. Est-ce qu'il y a un veto? Et en fait, même si je suis pas sûr en tant qu'individu que la solution soit bonne, bah, j'ai pas de raison de m'y opposer, donc pas de veto. Et en fait, le pas de veto est un mécanisme qui permet d'agir, qui permet les initiatives, qui permet d'essayer des choses sans chercher à ce que tout le monde valide l'idée, en fait. Mm. D'accord? Du coup, C'est- ouais, pardon. Ouais, ça me fait penser au consensus. Quand je dis, moi souvent je dis n'essayez pas d'avoir un consensus absolu. C'est un petit peu ce que je dis, c'est-à-dire que c'est assez rare que tout le monde soit absolument 100% enthousiaste sur une décision. Par contre, ce qu'il faut chercher effectivement, c'est que tu n'aies pas des gens qui soient radicalement contre la décision. Et je trouve que ton outil pas de veto, il est vraiment intéressant parce que quelque part, il oblige, entre guillemets, les personnes vraiment qui ont vraiment quelque chose un souci avec une décision qui va être prise, à s'exprimer. Et du coup, ça peut devenir un sujet, c'est-à-dire de dire, alors comment on pourrait faire pour que tu puisses enlever ton veto, en fait, quelque part. Oui, alors ça, c'est le decider, qui est un autre protocole. C'est-à-dire le pas de veto. Tu faisais référence au cadre tout à l'heure. Bah, si on rappelle que le cadre, globalement, et alors nous, on n'a plus tellement besoin de se le rappeler en permanence, mais en gros, le cadre, bah, c'est de respecter notre état d'esprit. On appelle ça souvent les valeurs. Enfin, voilà, c'est des Ouais. sujets un peu tarte à la crème, mais le cadre global, c'est ça. C'est est-ce que économiquement, ça tient la route? Est-ce que écologiquement, ça tient la route? Est-ce que ça respecte nos valeurs? Est-ce que ça nous aide à servir notre mission? Bon, globalement, si c'est là-dedans et que le gars qui propose l'idée, il va aussi tenir ses autres engagements, j'ai pas de raison de m'y opposer. Donc ça, c'est le pas de veto. Le decider, c'est quand tu cherches une décision avec laquelle tout le monde va être d'accord. Et là, tu proposes aux gens de mettre un pouce vers le haut à ta proposition s'ils sont d'accord. Ils mettent une main à plat si ils se rangent à l'avis de la majorité. Et s'ils sont pas d'accord, ils mettent un pouce vers le bas et ils sont prêts à expliquer pourquoi. Donc ça peut se faire en présentiel, ça peut se faire en visio, ça peut aussi se faire par des emojis dans un document ou une discussion. Et donc, si je mets un pouce vers le bas, je dis, ben non, je suis pas d'accord parce que. Et là, du coup, celui qui fait la proposition, eh ben, il revoit sa proposition en tenant compte de l'objection pour arriver à quelque chose où tout le monde va mettre un pouce vers le haut ou une main à plat. Mais c'est un processus qui est légèrement plus complexe et en même temps parfois nécessaire. Et puis après, il y a des processus qui visent le consensus. Quand des questions plus complexes ou qui concernent tout le monde, nous on l'a fait quand on a décidé d'arrêter un partenariat qui nous valait 75% de notre CA, il fallait bien que tout le monde soit d'accord. Et on Ouais, y est c'est arrivé clair. en 2 heures d'atelier, hein, donc c'est carrément faisable. Quand on a revu notre modèle d'affaires en avril 2020, parce que il y avait des gens dans l'équipe qui étaient plus d'accord avec la manière dont le chiffre d'affaires était utilisé, réparti, etc., et attribué aux missions, on a fait une gestion par consentement. Donc c'est quelques heures d'atelier, donc quelques dizaines d'heures hommes, mais c'est, je pense, 100 fois moins que dans plein de boîtes la façon dont on essaye de résoudre ce genre de sujet énorme, vague, vaste, Ouais. quand on n'a pas de méthode. Donc il y a vraiment
le sujet dans la décision, c'est de choisir le protocole le plus simple possible dans les circonstances où on se trouve, mais c'est pas toujours possible de faire un pas de veto. C'est pour ça qu'il faut pas. Voilà, l'exemple que je donne peut être trompeur. C'est pas parce qu'on fait ça dans tel cas qu'on le fait tout le temps. On fait pas du pas de veto à toutes les sauces, mais ça rend bien service. Et notamment dans les discussions avec les clients, dire ok, ben on vous propose ça, veto, pas de veto, non, non, pas de veto, ok, on avance. Et en fait, ça permet d'avancer, quoi. Après, qu'est-ce que ça change dans le management? Bon, il y a beaucoup de choses. D'une part, un truc qui est peut-être tout bête, mais qui me semble en fait assez clé, c'est que ça permet de développer la connaissance mutuelle. C'est-à-dire que plus chacun peut s'exprimer, plus on va comprendre entre les lignes. Donc toi, tu as par exemple, tu proposes le disque comme outil de lecture et d'adaptation les uns aux autres. Et ben, en fait, l'air de rien, inconsciemment, je vais de mieux en mieux comprendre comment l'autre et les autres fonctionnent, quel genre d'idées ils ont, quel genre d'objections ils ont, à quoi ils sont attentifs. Et donc ça, c'est précieux dans le fonctionnement de l'équipe. Parce que mieux on se connaît, plus en situation imprévue, plus dans la vitesse du quotidien, etc., on va mieux interagir ensemble. Donc ça, c'est clé. En étant aussi, on va développer la conscience que c'est pas parce que l'autre fonctionne différemment que c'est moins bien. Que au contraire, à chaque fois qu'il y a des différences, ça permet justement de faire émerger quelque chose de très chouette que j'aurais pas fait émerger tout seul. Et donc, je peux développer ma capacité à mieux accepter ce qui me chiffonne chez l'autre. Ça va moins me chiffonner, ça va plus devenir une richesse parce qu'on développe la conscience que c'est une richesse. Il y a un aspect auquel je tiens énormément, que je trouve à chaque fois miraculeux quand je le constate, c'est de voir à quel point les solutions émergent. D'abord, des solutions qu'on n'aurait pas imaginées ou qu'on n'aurait même peut-être parfois pas souhaitées. Et en fait, on se rend compte que c'est des solutions. Et puis, qu'elles émergent d'endroits inattendus de l'organisation. C'est-à-dire que bien souvent, avec nos clients, par exemple, quand on démarre des démarches d'accompagnement, le commanditaire, il a tendance à dire, bon, ben, on va réfléchir de notre côté à qui on va mettre dedans. Alors là, on les arrête tout de suite. On dit, non, non, vous n'allez pas réfléchir à qui on va mettre dedans. On va, nous, piocher des gens, voir, on va faire une liste et prendre des gens au hasard. Enfin, on va se débrouiller pour que, justement, il y ait des gens qu'on n'aurait pas choisis. Et pourquoi? Parce qu'on constate que ça apporte des choses qui sont dingues. De quelqu'un qui a un rôle pas forcément managérial, qui est pas dans les bureaux et qui va dire un truc qui est clé en fait dans la résolution du problème. Donc la diversité est une des clés de l'intelligence collective et je crois que c'est quelque chose que ça peut changer dans le management. Bon, l'antifragilité, je sais que c'est un sujet clé pour toi, donc je vais pas approfondir, mais il y a ce côté, on constate qu'on est capable de tout surmonter. Et donc ça, c'est génial, quoi. On constate que n'importe quel problème n'est pas un problème, c'est une question, et on va la surmonter. On développe ce constat qu'on est capable de tout surmonter. Et puis, il y a, on vient de le voir avec l'exemple que j'ai donné sur l'amélioration continue des entretiens que je conduis avec les clients mensuellement, parce que pour l'instant, c'est encore dans mon rôle, parce que j'ai encore un rôle opérationnel sur cet aspect-là. Et on a pu résoudre ensemble un problème qui concernait le manager. Alors, je suis pas sûr que mes collègues me considèrent comme un manager, mais au sens classique, je suis manager. Et dans beaucoup d'équipes, les gens, ils auraient peut-être osé dire il y a un problème, mais ils auraient peut-être dit démerde-toi ou c'est ta responsabilité. Là, ce qui est génial, c'est de pouvoir dire les gars, moi, en fait, j'en sais rien, je veux bien qu'il y ait un problème, mais il faut qu'on trouve ensemble comment on va le résoudre. J'ai eu le cas récemment de quelqu'un qui demande une augmentation. J'ai renvoyé le sujet au collectif. J'ai dit comment on gère les demandes d'augmentation. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Moi, je sais pas en fait. Donc c'est génial parce que non seulement ça t'allège en tant que manager, mais en fait, tu sais qu'on va trouver quelque chose de plus riche, plus fort, plus puissant, plus performant et qui conviendra plus aux gens que si je devais moi arbitrer. Donc il y a vraiment quelque chose pour le manager lui-même aussi, quoi. Mais alors, juste une question rapide. Tu parles d'antifragilité. Est-ce que toi, en tant que dirigeant, t'as pas complètement lâché prise sur les grands objectifs de la boîte et la vision? Et est-ce que finalement c'est toujours toi qui détermine ça, ou est-ce que parce que il y a ça dans l'antifragilité, il y a cet aspect-là. On n'est pas obligé d'aller jusque là, mais d'un moment de dire en fait finalement je veux créer une organisation qui est tellement adaptée à son contexte, donc qui se renforce par les crises, etc., que je ne peux plus prétendre comprendre le monde, que je ne peux plus comprendre non plus comment les choses seront demain, et donc finalement je peux plus avoir d'autre vision que simplement que mon organisme survive. C'est ça l'antifragilité, finalement. Et du coup, si tu pousses encore le concept, tu dis,
Et comme moi, je ne suis pas celui qui est le plus à même de savoir ce qui va faire que mon organisme va survivre, puisque c'est plutôt mes collaborateurs qui sont sur le terrain, qui sont plus ce qu'on appelle en antifragilité skin in the game, c'est-à-dire risquer sa peau. Finalement, les objectifs, je peux pas non plus les fixer, puisque eux sont plus à même de me dire ce qui se passe. Et donc, c'est l'organisme global dans sa globalité qui est capable de déterminer ses objectifs. Là, je vais loin, mais je le fais exprès. Et après, je tempérerai ce que je viens de dire. Mais toi, t'en es où de ce côté-là ? En fait, d'une part, j'ai pas une vision au sens un tableau. Pour moi, le mot vision, il évoque quelque chose un tableau, une certaine image de quelque chose. Donc, alors moi, je parle pas tellement de vision, mais de direction. C'est pour ça que je parlais au début de l'entretien de faire une équipe extraordinaire. En fait, c'est jamais abouti. C'est la rendre toujours plus extraordinaire. C'est servir la cause de développer la compétence à faire ensemble. Ce sera jamais fait en fait. C'est une cause. On sert une cause. Et de manière générale, jusqu'à il y a peu de temps, et notamment jusqu'à avoir suivi certaines formations d'un bien connu Cédric Watine, donc notamment système d'organisation réaliste et système de progression réaliste, j'étais allergique au mot objectif. Pourquoi ? Parce que ma crainte avec un objectif, c'est tout ce à côté de quoi ça nous fait passer. Tu te concentres sur un objectif et tu risques de pas faire 10 fois mieux. Tu te concentres sur un objectif et tu risques de pas faire le truc à côté qui est génial. Et en même temps, ça m'a coûté de beaucoup papillonner et de diversifier les zones d'utilisation de mon énergie. Donc j'ai besoin d'avoir autour de moi des gens qui soient plus focus. Mais moi, c'est une façon de le résoudre, c'est ça. C'est de dire, en fait, j'ai besoin d'avoir des gens autour de moi qui, eux, vont être plus focus, concentrés sur du résultat, au sens obtenir des résultats avec les clients, apporter de la valeur ajoutée, tout en respectant le budget confié par le client, etc. Et du coup, c'est vrai que moi, j'aspire à être entouré de gens qui, eux, se fixent des objectifs à court terme, tu vois, 90 jours par exemple, et en même temps, ma stratégie à moi, elle est plutôt opportuniste, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire, moi, ce que j'aime, c'est saisir ce qui passe. Saisir ce qui passe. Une proposition, il y a quelque chose qui, ça va dans le sens de la cause, ça met pas en danger l'entreprise, voire ça peut la servir, ça va servir les clients, ok, j'y vais. Et du coup, je vais faire l'impasse sur autre chose. Il va falloir que j'arrive à arbitrer ça. Ça a été ma grande difficulté avant. C'est le puzzle fini, quoi. C'est si tu ajoutes une pièce, il faut que tu en retires une autre. Mais savoir saisir les opportunités parce qu'on n'a qu'une vie et que la vie a plus d'imagination que nous, qu'il y a des trucs canons qui se présentent. Donc, plus que des objectifs, moi, je suis attaché à la ligne de flottaison. Qu'est-ce qu'il nous faut au minimum comme commande ou comme chiffre d'affaires pour que la boîte vive? Et du coup, dès que c'est au-dessus, c'est bon. Et on peut créer des choses, on peut répondre à des demandes, etc. Tu as dit quelque chose qui me chiffonne un peu, c'est, je sais plus comment tu l'as formulé, mais c'est un peu l'objectif à minima, c'est que l'entreprise soit pérenne ou que l'entreprise survive. Et en ce qui me concerne, ça n'a pas beaucoup d'importance que mon entreprise survive ou pas. Ce qui compte, c'est que ma famille ait de quoi manger. Et que je puisse être heureux. Mais en fait, je peux très bien être heureux même si mon entreprise demain n'existe plus. Donc, mais c'est le grand risque je sais plus qui raconte ça, mais qu'à partir du moment où tu décides de rendre service, tu peux apporter beaucoup, mais dès que tu transformes rendre service on crée une entreprise, donc en fait on institutionnalise la réponse, eh bien le premier objectif de cette institution devient non plus d'apporter de la valeur, mais de survivre en elle-même. Et c'est un des grands travers des entreprises, c'est de penser d'abord à leur propre survie. Et donc, tu as parlé de lâcher prise, je pense que c'est une de nos plus grandes difficultés, c'est d'avoir des entreprises qui soient vraiment dirigées vers une cause avant d'être dirigées vers leur propre survie, donc au sens économique. Parce que tant qu'on pense comme ça, l'argent est au-dessus du reste, et on voit bien dans quel problème historique ça nous a conduit aujourd'hui, quoi. C'est un point de vue intéressant et bon, il y a plein de manières de gérer l'antifragilité, hein, effectivement. Tu peux même avoir une vision encore plus macro et dire, en fait, mon entreprise, c'est un organisme dans quelque chose, et finalement, si elle doit périr pour que le quelque chose devienne plus grand, alors ok. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de dirigeants qui soient dans cette posture. Déjà, être dans la posture... C'est bien dommage. Non, mais déjà, être dans la posture de la flottaison dont tu parlais, ligne de flottaison dont tu parlais tout à l'heure, c'était pas mal. Après, on évolue dans un contexte et dans un monde, et le monde aujourd'hui nous demande de voir les choses différemment.
Ok, voilà, je veux pas qu'on aille trop loin Ouais, du ouais, et coup. puis ça, c'est des convictions. Donc après, moi, je prétends pas détenir la vérité, hein. Et puis si on se reparle dans 6 mois, je te dirai peut-être autre chose, hein. Ah, tout à fait. Ok, ben on fera un truc dans 6 mois. En tout cas, ok. Est-ce que tu as d'autres points sur parce qu'il y en a de multiples hein, sur ce que l'intelligence collective change dans le management. Un autre point important. Euh, il y en a plein, mais je pense qu'on a déjà dit beaucoup de choses. Il y a peut-être d'autres aspects qu'on va aborder avant la fin de l'entretien. Est-ce qu'il y a quelque chose à quoi toi tu penses ou tu Oui, aimerais il y a m'ajouter? un Ouais. truc parce que tu as fait mention, mais en périphérie. Quand on est en travail remote, c'est-à-dire quand on est Ouais. à distance, est-ce qu'on peut quand même faire de l'intelligence collective? Est-ce qu'il faut forcément qu'on soit dans la même pièce? Et tu vois, ce genre Mhm. de questions très très pragmatiques. En fait, moi, j'aime bien transformer les questions fermées, est-ce que, en questions ouvertes, comment? Et tu vois, donc est-ce qu'il faut du télétravail ou pas? C'est comment on fait télétravail, comment on sert du télétravail. Donc, Ok, est-ce que l'intelligence collective marche à distance? La question, c'est comment on fait pour que ça marche à distance? ok, Et ben, par exemple, si on parle d'équilibre du temps de parole, on voit pas bien pourquoi ça pourrait pas marcher à ouais, distance. Alors, nous, on dit plutôt en téléprésence. Et il n'y a pas de différence fondamentale parce que tu vois, dans une visio, faire un trip, c'est à peu près aussi facile, voire mieux, parce que tu as une qualité. Si on est un tout petit peu équipé en audio, c'est bien d'avoir des micro-casques pour une meilleure qualité audio. Bah, en fait, tu as une meilleure qualité de réception de ce que chacun dit, tu as même une plus grande intimité de l'équipe, selon les conditions, hein. Mais en tout cas, tu peux avoir quelque chose de vraiment plus qualitatif encore tout en perdant d'autres choses, hein. On n'est pas tous assis en chaise en cercle comme moi j'aime bien faire quand on est en présentiel, pas de table, des chaises en cercle. On n'a pas les post-it sous la main pour faire des trucs vite fait, bien fait au tableau. Ok, mais en fait, le numérique et la distance, d'après moi, et tu en as déjà parlé plusieurs fois, notamment avec son nom m'échappe, celui qui a écrit le bouquin Les 7 commandements du Euh, manager. oui, le PDG d'Aster, Vincent Mendes, Vincent Mendes. Merci. voilà, tu en as parlé notamment avec lui. Moi, je suis attaché à cette idée que le numérique et la distance, c'est juste les détonateurs de bombes préexistantes. C'est les révélateurs Oui, de systèmes incomplets. Et donc, oui. si tu es à l'aise avec l'intelligence collective et plus tu vas la développer, moins les circonstances et les modalités ont Mm, d'importance. Ma mm. reco, quand même forte, c'est d'éviter le mode hybride où tu as 3 personnes dans une pièce et d'autres en visio. Soit on est tous en présentiel, soit on est tous en visio. Donc même s'il y a plusieurs personnes dans les bureaux, moi je dirais aujourd'hui, nous on dirait qu'il vaut mieux que chacun soit devant son ordi avec un micro-casque parce que du coup les conditions vont être plus équilibrées et l'équipe va mieux fonctionner, mieux performer que s'il y a 3 personnes dans une salle qui ont un certain mode d'interaction et d'autres qui sont considérées comme à distance par celles qui sont dans la salle, mais enfin qui vivent les choses différemment. Donc c'est comment est-ce qu'on homogénéise les conditions? C'est pour ça que le cercle de chaises aussi, c'est quelque chose qui est important. Il n'y a pas un patron en bout de table ou je sais pas quoi. Il n'y a pas un ordi et d'autres qui n'ont pas d'ordi. C'est un cercle de chaises et on suit le protocole et il va en sortir quelque chose de canon. Super. Après, il y a même des avantages au numérique ou à la distance. C'est que tu vois, dans le Decider, je décrivais le mécanisme où on lève la main, on lève le pouce, on baisse le pouce, ou on met la main à plat. Et ben avec les emojis, raccourci Windows point dans Windows par exemple, ou contrôle commande espace dans Mac, tu peux mettre des emojis partout où tu peux mettre du texte. Donc c'est très facile de faire un decider par écrit et en asynchrone, c'est-à-dire on n'est pas tous en même temps. Donc en fait, oui, il y a 1001 façons d'appliquer ça. Avec les outils de mur blanc comme Klaxoon, Miro et autres, ben, tu peux Mm. faire compiler les IE. Nous, la plupart du temps, on intervient à distance avec nos clients. Il y a des clients à qui on bosse depuis plus d'un an. Là, il y a personne de chez nous qui a mis les pieds chez eux. Et ils sont Mm. super contents. Parce qu'en une demi-heure, 1 heure et demie, on fait progresser les choses concrètement. Donc, tu leur demandes dans quel état d'esprit vous vous sentez ce matin. Ils mettent leur post-it. Tu t'arrêtes sur les post-it un peu moins positifs pour qu'ils vident leur sac. Et puis, on passe à qu'est-ce qui vous plaît dans l'équipe aujourd'hui. Paf, tu as tous les post-it qui arrivent. Et puis, qu'est-ce qui vous gratte ou vous dérange. Et puis, éventuellement, chacun va donner un petit détail. Ou on va poser des questions de clarification. Donc, ah ben, ce post-it là, moi je le comprends pas. Est-ce que celui qui l'a posté peut l'expliquer? Oui, ce que je voulais dire, c'est que, ah ok, très bien, on passe à la suite. Il n'y a pas de raison pour que ça marche pas, en fait. C'est les mêmes principes, c'est les mêmes mécanismes qu'en présentiel. Moi, je dirais surtout que si on se voit en présentiel, la question devient comment on peut faire de ce moment présentiel un moment vraiment spécial. C'est-à-dire Mm. comment est-ce qu'on peut en faire quelque chose qu'on n'aurait pas pu vivre à distance. Et c'est là où ça vaut le coup de faire des jeux physiquement, Mm. de faire, d'utiliser, pourquoi pas la restauration, l'alimentation, de faire des marches
des marches parlées, marches socratiques, enfin de faire des choses qui font que ça vaut le coup de se retrouver à un endroit. Mais si on doit se retrouver dans une salle pour faire à peu près la même chose qu'on aurait fait en visio, c'est bien aussi. Enfin voilà, tout est bon à prendre. Mais je me dis, l'ambition, ça peut être bon du coup, puisqu'on aurait pu le faire en visio, comment est-ce qu'on peut faire que ça valait vraiment le coup de se voir? Génial, super, merci. Réponse très complète. On arrive à la fin de notre conversation. Écoute, j'ai vraiment beaucoup aimé ce qu'on s'est dit. Après, je voudrais juste dire une chose, c'est qu'on est parti assez loin dans notre discussion, et y compris dans des choses assez où il y a des prises de position assez fortes de ta part. Et en fait, je crois que les gens qui poussent un concept jusqu'au bout, ils sont comme ça. Et donc, je trouve que c'était intéressant aussi. Mais ce que je voudrais aussi, pour les managers qui nous écoutent et les dirigeants qui nous écoutent, c'est que faire appel à l'intelligence collective, ça veut pas dire basculer dans un mode extrême de l'intelligence collective. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est un petit peu ce que je dis aussi quand je parle de l'entreprise libérée. C'est que moi, par exemple, en tant que dirigeant, ma posture, c'est ça m'intéresse vachement. Il y a des choses qui m'intéressent et que j'utilise. Par contre, je vais pas libérer complètement mes entreprises. Et je sens que pour l'intelligence collective, c'est la même chose. Et ça me donne envie d'aller plus loin. Moi, je pense que on pourrait, si ça t'intéresse, tous les deux, développer quelque chose pour les auditeurs d'outils du manager, avec des outils très concrets qui leur permettraient de mettre des morceaux d'intelligence collective dans leur management. Et si tu es d'accord avec moi, il faudrait qu'on creuse ce sujet. En tout cas, notre conversation m'a vraiment donné envie de faire ça. C'est super canon. Évidemment que ça me branche parce que ça sert la cause que j'ai envie de servir, parce que c'est l'occasion de progresser, de structurer, d'apporter du concret. Parce que je sais aussi que l'auditoire de Outils du Manager, c'est un auditoire qui cherche à progresser, donc qui va être preneur de ce qu'on va pouvoir apporter. Si tu veux, je vais partager 3 choses très concrètes pour pour pouvoir pour que si vous écoutez le podcast, pouvoir vous dire ok, allez, je vais choisir d'expérimenter un de ces 3 trucs là. Donc je vais vous partager ça. Après, sur le fait qu'on soit parti loin, oui, c'est vrai, et c'est un peu ma marque de fabrique. Donc c'est pour ça que faire une formation bien structurée, ça peut être utile. Ce qui compte, je crois, c'est vraiment de se dire, tu vois, souvent tu parles d'entreprise libérée. Et j'ai l'impression que derrière, parfois, les gens mettent une méthode. Mais l'entreprise libérée, c'est pas une méthode. C'est un ensemble de convictions. Et en fait, c'est très proche de l'intelligence collective. C'est ensemble, on fera mieux et plus longtemps que tout seul. En gros, c'est ça. Et donc, si on respecte chacun et qu'on s'attache à ce qui se réalise lui-même et qu'il se réalise dans le collectif, il va se passer des choses géniales. Ensuite, c'est un chemin. Donc, chaque manager va avoir son chemin d'entreprise libérée ou d'intelligence collective. Et aujourd'hui, moi, ce que j'espère avec cet épisode, c'est pas tellement que les gens se disent Margerand, il a raison sur tout, j'adhère. C'est voilà une pépite que je capte qui va me permettre d'avancer sur le chemin de l'intelligence collective. C'est ça qui est important. Moi-même, tout ce que je vous ai raconté, il n'y a pas grand-chose que j'invente. C'est plein de pépites que j'ai captées. Je me suis fait un peu ma vision des choses, mais elle n'est pas non plus, c'est pas une vision unique au monde. Et donc, ce qu'on cherche à faire là, c'est à nourrir un chemin pour les managers qui sentiraient, qui auraient envie que leur équipe soit plus chouette, que ça se fasse plus tout seul et de pouvoir. Moi, j'aime bien observer en fait quand les choses se font. Je trouve ça canon. Quand je me dis, je sais que j'y suis pour quelque chose, mais là, j'ai rien fait. Et ça, c'est génial en fait. Moi, c'est les moments que je préfère. Je sais que j'ai favorisé les conditions, j'ai fait en sorte que ça puisse se faire, mais là, tout de suite, j'ai rien fait. Je constate qu'il s'est passé un truc génial. Moi, j'adore ça. C'est mes moments préférés en tant que manager. Mais c'est moi, pareil. Olivier Margerand. Je dis pas que il faudrait que tout le monde soit comme ça. Alors, je partage 3 outils très simples qu'on a évoqués plus ou moins. Donc, c'est un récap. Et puis vous piochez dedans et vous pouvez très bien tenter les 3 si vous vous sentez à l'aise. Voilà, c'est à chacun de voir. Le premier, c'est le décollage d'un atelier ou d'une réunion. C'est-à-dire, prochaine réunion, prendre le temps, même 1 minute, d'une météo. Il y a 1001 façons de faire une météo. J'en partage une très simple. C'est comment je me sens là maintenant. Et chacun dit un mot. Comment je me sens là maintenant. Donc il y en a qui vont dire des mots plutôt positifs, d'autres qui vont dire des mots entre guillemets négatif, c'est-à-dire par exemple fatigué, c'est pas forcément une très bonne chose pour l'équipe. Donc à ce moment-là, moi, ma préco, c'est de m'arrêter là-dessus, de dire Émile, t'as dit fatigué, est-ce que tu serais d'accord pour nous dire en une phrase pourquoi? Ah bah oui, ma fille, elle s'est réveillée 3 fois cette nuit. Ok, on le sait, on va pas en débattre, on va pas le résoudre, mais il l'a posé, tout le monde en est conscient,
ça va avoir un impact dans la fluidité de l'atelier. Donc, s'arrêter sur ce qui est moins chouette, une explication d'une phrase, et on passe à la suite. Et sans état d'âme, hein. J'ai perdu ma maman hier soir, ben, parfois on va passer à la suite quand même, avec un petit temps de compassion, mais c'est 1000 fois mieux que s'il n'a pas dit, quoi. Ensuite, deuxième question de décollage possible, à la suite de la météo, et donc tout ça, ça prend 2-3 minutes au total, c'est OK, je vous invite tous à réfléchir quelques secondes, donc toujours le trip, hein, sur la fin de la phrase. Ce moment, donc cette réunion, cet atelier, sera réussi si. Et chacun écrit une fin de phrase. Et on fait un écrit lu. Chacun dit, bah moi, ce sera réussi si on a pris une décision. Moi, bah, ce sera réussi si on a passé un bon moment, etc. Donc chacun lit, et c'est tout. Et le manager, il prend en compte autant que possible. Il dit, OK, ce que j'ai prévu, ça va le faire. Si jamais il y a une attente qui est complètement hors de ce que le manager peut proposer, moi j'invite à le dire, à dire, bah écoute là, Jean-Claude, t'as dit, ce sera réussi si, je sais pas quoi. Là concrètement, je suis pas sûr, honnêtement, je suis pas sûr qu'on va pouvoir satisfaire ça. Bah au moins il le sait. Il a dit son attente, il sait que ce sera peut-être pas atteint, bah en fait c'est vachement plus OK que s'il attend jusqu'au bout et qu'au bout du compte c'est pas atteint. Deuxième élément, donc c'est en cours de réunion les tripes. Prendre ces moments où on va s'arrêter sur une question, un sujet, ou quand le manager va, je sais pas, il va parler d'un client, d'un tableau de bord, machin, dire, ce client, il vous évoque quel mot-clé? Je vous propose un trip, chacun écrit les mots-clés que ça lui évoque et on met juste en commun. Et là, tout le monde met en commun les mots-clés, juste ça dit un petit peu quelque chose de comment l'équipe voit ce client, c'est pas neutre, voilà, ça peut avoir un intérêt. Donc, faire des choses très simples comme ça, mais juste expérimenter pour commencer à passer le message qu'en tant que manager, j'ai envie que tout le monde puisse s'exprimer et que plus on va s'exprimer, plus ça va être riche. Et puis après, l'atterrissage, à la fin, moi j'encourage à un débriefing. Donc, si on fait une version ultra light, 2 questions. Ce que j'ai aimé et comment on pourrait mieux faire la prochaine fois. Et donc pareil, trip, 30 secondes, et écris-lu. Voir si chacun a tapé en numérique, au bout des 30 secondes, tout le monde copie-colle dans le document partagé. Et du coup, on va même pas les dire à l'oral si on veut économiser du temps, qu'on n'a qu'une demi-heure ou 3/4 d'heure, voilà. Mais idéalement, chacun lit, on note exactement. Et le manager, lui, va s'appuyer là-dessus pour sa prochaine réunion. Ils ont apprécié ça, 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 donc je vais tâcher de le conserver ou d'en faire encore plus. Et voilà non pas ce qu'ils n'ont pas aimé, hein, mais comment on pourrait mieux faire. Ils sont déjà dans la proposition. Parce que si je te dis j'ai pas aimé la salade, je sais pas si c'est parce qu'elle était au début du repas, si parce qu'il y avait pas de tomates, il y avait trop de vinaigrette, j'aime pas la salade, t'en sais rien en fait, ça peut pas t'aider. Donc ce que j'ai pas aimé, ça n'aide pas. Comment on pourrait mieux faire la prochaine fois? Et ça, donc ce débriefing entre guillemets, on peut le faire à la fin d'une réunion, comme à la fin d'un projet, comme à propos de mon style de management, comme à propos de tes vacances, comme n'importe quel sujet. Donc mettre le débriefing à toutes les sauces. Il y a plein de façons de débriefer, mais ces 2 questions-là, elles sont simples et puissantes. Et moi, j'aime bien les choses qui sont très simples et qui ont beaucoup d'effet. Moi aussi. Super, OK. Merci beaucoup pour ces outils. En plus, ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est des petites touches, c'est-à-dire ça ne veut pas radicalement vous remettre en question. Par contre, ça peut peut-être changer beaucoup de choses dans votre équipe, donc j'aime bien que ça se fasse comme ça par touche. En tout cas, Olivier, merci infiniment pour cette conversation. C'est toujours intéressant, déstabilisant, mais passionnant. Ça m'a fait plaisir. Et puis, en off, on va continuer, je pense, à discuter parce que je pense qu'on a un truc à proposer aux auditeurs d'outils du manager sous la forme d'une formation qu'on pourrait créer en commun. En tout cas, là, je vous interpelle, ceux qui nous écoutez, si ça vous intéresse, si vous êtes toujours là, si vous êtes plus là, c'est que le sujet vous intéressait pas. Mais si vous êtes partant pour ça, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou à en parler sur le forum. Ça nous motivera encore davantage pour vous proposer quelque chose. Je te remercie aussi beaucoup, Cédric, d'avoir rebondi sur le sujet et aussi pour la façon dont se déroulent ces épisodes, parce que j'interviens dans pas mal de médias et de podcasts au fil de l'eau, et les questions que tu poses, elles me semblent vraiment à la fois avoir de la profondeur, développer une certaine vision du management et en même temps ramener du concret. Et j'espère que cet épisode, il aura à la fois permis de développer pour chaque manager sa vision du management, tout en lui permettant d'appliquer dans une demi-heure quelque chose qui va faire un peu de différence. Génial. En tout cas, si vous voulez répondre à la question que Olivier vient de poser, n'hésitez pas sur le forum.
par mail, par tous les moyens que vous connaissez pour nous joindre. Il y aura évidemment un lien dans le forum où vous pourrez répondre. Est-ce que ça Et vous pouvez me mentionner, comme je suis sur le forum, vous tapez @Olivier, vous devriez voir mon nom sortir, et du coup, moi, je vais être notifié, a priori, qu'on attend une réponse de ma part. Donc, allez. Génial, super. En tout cas, merci beaucoup, à bientôt. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça t'a plu. Si tu veux qu'on reste en contact, si tu veux recevoir mes conseils pour améliorer ton management, si tu veux bénéficier de mon expérience de plus de 22 ans en tant que chef d'entreprise et manager, ce que je te propose, c'est de t'inscrire à ma liste de mails privés. Plusieurs fois par semaine, tu vas recevoir des conseils pour améliorer ton quotidien de manager. Pour t'inscrire, c'est très simple, tu te rends sur outildumanager.com, tu me laisses ton prénom et ton mail. À bientôt, au revoir.